Welcome, bienvenue. Je m'appelle Yvon Lapierre et je suis le maire de la ville de Dieppe. Je serai le co-modérateur aujourd'hui avec ma collègue, Mme Dawn Arnold, mairesse de Moncton. Au nom des villes de Bathurst, Campbellton, Dieppe, Edmundston, Fredericton, Miramichi, Moncton, Saint John, je vous souhaite la bienvenue à la deuxième séance de la série de 4 conférences « Ville forte égale province forte ». La série de conférences est conçue pour examiner le rôle futur des villes du Nouveau-Brunswick et leur importance cruciale en tant que pôle économique, d'innovation et de croissance démographique. Nous sommes extrêmement heureux du grand intérêt que suscite la série de conférences. Près de 300 personnes ont participé à notre première session la semaine dernière, dont des représentants des 3 niveaux de gouvernement, du secteur privé et des dirigeants communautaires de toutes les régions du Nouveau-Brunswick et d'ailleurs. J'aimerais vous rappeler que chacune des 4 conférences bénéficie d'un service de traduction simultanée auquel vous pouvez accéder à partir de votre écran Zoom. Nous fournirons le contenu dans les 2 langues tout au long du déroulement de la série. La série de conférences « Ville forte, province forte » tente de répondre à l'importante question, à savoir comment les 8 villes du Nouveau-Brunswick peuvent contribuer à un avenir viable et durable pour notre province, à un moment où nous sommes confrontés à un processus de rétablissement difficile à la suite d'une pandémie amplifiée par les défis démocratiques et démographiques. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le thème de l'obtention de résultats en matière de croissance durable grâce à la coopération régionale. Je suis fier du travail que nous avons accompli dans la région du Sud-Est et je suis très heureux d'entendre certaines des réflexions de nos distingués panélistes. Dans ce contexte, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter le premier de nos 4 conférenciers, le Dr Denis Prudhomme, recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton depuis le 1er juillet 2020. Monsieur Prudhomme, professeur, chercheur et administrateur. Le Dr Prudhomme compte plus de 30 années d'expérience dans le milieu universitaire, soit à l'Université Laval ou l'Université d'Ottawa, tout en continuant de pratiquer la médecine du sport à temps partiel. Il est détenteur d'un doctorat en médecine, d'un certificat en médecine familiale, ainsi que d'une maîtrise en sciences de l'activité physique. Sur le plan universitaire, Dr Prudhomme est d'abord professeur et chercheur à l'École des sciences de l'activité physique. En 2002, il est nommé doyen de la Faculté des sciences de la santé à l'Université d'Ottawa, poste qu'il a occupé pendant 10 ans. En 2013, Dr Prudhomme devient vice-président associé à la recherche et directeur scientifique de l'Institut du savoir Montfort. Et en juin 2019, il cumule les fonctions de chef de direction par intérim de cet institut et de vice-président académique de l'hôpital Montfort. Du côté médical, il a, entre autres, été médecin-chef de l'équipe médicale canadienne des Jeux de la francophonie à Paris,
et membre de l'équipe médicale de plusieurs autres équipes nationales. Les travaux du Dr Prudhomme à l'Institut du savoir Montfort l'ont mené, entre autres, à créer et à financer un groupe de travail sur la santé des communautés francophones en milieu ou situation linguistique minoritaire en Ontario. L'Institut du savoir Montfort est un leader en matière d'innovation, en recherche et en éducation francophone au pays. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Prudhomme. Merci, M. Lapierre, pour votre introduction. Ça me fait grandement plaisir de me joindre à cette série de conférences sur les villes fortes et une province forte. Alors, pour moi, une ville forte et une province forte, c'est un endroit où il fait bon de vivre et c'est une des principales raisons pour lesquelles j'ai accepté de venir au Nouveau-Brunswick pour ses attraits, sa qualité de vie et la chaleur de ses concitoyens. Donc, pour moi, évidemment, une ville forte et pour avoir un état de bien-être de la population, ça prend une économie qui est forte, diversifiée et qui a aussi des attraits en termes de qualité d'emploi. Pour ça, évidemment, ça prend des entreprises privées qui génèrent et qui offrent des emplois de qualité, en collaboration également avec la participation au niveau des employeurs publics. Mais pour attirer ces entreprises chez nous, évidemment, il faut du financement, un système de taxation avantageux et des services d'appui, mais aussi, il faut de bons systèmes de santé, un bon système d'éducation. Ça prend également des infrastructures, des activités sportives, culturelles, attrayantes et diversifiées. Mais surtout, ça prend de la main-d'œuvre qualifiée, tant au niveau technique qu'au niveau professionnel. D'où vient l'importance des collèges et universités du Nouveau-Brunswick, qui contribuent de façon significative à la vitalité des communautés. Puisque notre rôle, on joue un rôle au niveau de la formation des professionnels, également un rôle important au niveau de la recherche et du développement, et également nos membres de la communauté universitaire, tant au niveau des étudiants qu'au niveau du corps professoral et des employés, qui s'impliquent à différents niveaux au niveau communautaire. Je tiens à vous rappeler que l'Université de Moncton a un impact économique important au niveau du Nouveau-Brunswick. Sur des données de 2015, on génère environ 1,6 milliard de dollars annuellement et génère tout près de 2700 emplois au niveau de la province, au niveau des 3 campus, que ce soit au niveau du campus de Shippagan, d'Edmundston ou de Moncton. Ces emplois sont reliés soit à l'université, mais également tout le secteur de la recherche, également au niveau communautaire. 87% des gradués de l'Université de Moncton travaillent au Nouveau-Brunswick dans différents secteurs, dont 75% retournent dans leur région d'origine. Cela implique tout près de 1000 gradués par année qui œuvrent dans des secteurs comme la santé, l'administration, la gestion, de même qu'au niveau de l'éducation. On forme également une bonne brochette d'ingénieurs, que ce soit dans le domaine mécanique, que ce soit dans le domaine numérique, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ces gradués bénéficient également d'emplois de qualité avec des salaires annuels qui peuvent être au-delà de 50 000 $ par année pour les étudiants gradués. Et l'Université de Moncton joue également un rôle important, sachant que, comme l'a mentionné le maire Lapierre, considérant la démographie à la baisse et du vieillissement de la population, nous avons, et malgré tous les efforts que nous ferons dans les prochaines années, je ne suis pas convaincu qu'on va arriver totalement à fournir tous les professionnels nécessaires pour répondre à l'ensemble des besoins de la société. Et on a donc besoin d'une forte immigration, particulièrement aussi une immigration francophone. L'Université de Moncton joue un rôle important à ce niveau-là. Tout près de 22% de notre clientèle sont des étudiants internationaux. Et chaque année, entre 50 et 70% d'eux vont demeurer au Nouveau-Brunswick pour y travailler, élever leur famille.
Par contre, 95% de ces étudiants-là se retrouvent, je vous dirais, dans la grande région de Moncton. On aimerait qu'ils se déplacent également dans les différentes régions du Nouveau-Brunswick. À titre d'exemple, de plus en plus d'étudiants internationaux fréquentent nos campus de Shippagan et d'Edmundston. Par ailleurs, on échappe beaucoup d'étudiants internationaux. On reçoit tout près de 4000 demandes d'étudiants internationaux par année. On fait environ 2500 offres. Toutefois, uniquement 200 étudiants en moyenne vont s'inscrire à l'Université de Moncton. Donc, on travaille pour identifier les causes qui font en sorte qu'ils ne viennent pas chez nous et contribuer à l'essor et à l'économie du Nouveau-Brunswick. Il y a sûrement des barrières économiques quand on parle aux frais de scolarité, qui sont le double de nos étudiants. Également, la difficulté d'avoir des permis de travail et de séjour au Canada. Donc, ce sont des problèmes auxquels on travaille avec les différents ministères concernés. Par ailleurs, 50% de ces étudiants-là qui restent au Nouveau-Brunswick vont quitter la province vers l'ouest en raison soit de salaires inférieurs, en raison en partie de leur insuffisance au niveau des compétences en langue seconde ou de difficultés d'intégration au niveau socioculturel. Donc, il faut donc intensifier la formation en langue seconde dès leur arrivée à l'université. Il faut également mieux reconnaître leurs acquis, leur formation antérieure pour accélérer leur entrée en milieu de travail et également développer en collaboration avec les employeurs, les entreprises publiques et privées, des stages expérientiels, des programmes coop pour favoriser une intégration progressive et également une désensibilisation au niveau des employeurs et les faire reconnaître leurs atouts et la diversité qu'ils peuvent amener au niveau des employeurs. Ne serait-ce que penser que ces étudiants-là ont une expérience internationale qui peuvent ouvrir des portes à plusieurs des compagnies qui sont chez nous et qui font affaire à l'international. Il y a des initiatives intéressantes qui ont été mises de l'avant au campus de Shippagan, où les étudiants internationaux ont été jumelés avec des employeurs qui lui ont offert des emplois saisonniers ou des emplois à temps partiel. Il y a également un projet fort intéressant avec la FICUM qui jumelle des étudiants internationaux avec des employeurs dans les différents milieux ruraux de la province, avec également un mentor, collègue étudiant du Nouveau-Brunswick ou des anciens étudiants de l'université. Et tout ça, c'est pour favoriser leur intégration et également d'exposer aussi la valeur de ces étudiants-là aux futurs employeurs au niveau du Nouveau-Brunswick. Donc, l'université également, on sait que durant la pandémie, les secteurs qui ont le moins souffert, le secteur des nouvelles technologies, des applications digitales, également de tout le secteur de l'intelligence artificielle. Donc, l'université, évidemment, joue un rôle très important au niveau de la recherche et de développement et de la création. On a des pôles de recherche importants dans le domaine de la santé, particulièrement de la santé numérique, avec l'implication de l'intelligence artificielle. On a également des secteurs dans le domaine du cannabis pour explorer les propriétés thérapeutiques associées avec le cannabis, également dans le domaine de l'environnement. On a également un pôle d'excellence fort important en robotique, sachant qu'il faut augmenter la productivité, automatiser nos entreprises pour être davantage compétitifs sur le plan national et sur le plan international. Et là, c'est un rôle qu'on doit augmenter notre capacité et de favoriser également une meilleure interaction au quotidien avec les entreprises privées pour travailler conjointement à développer puis à améliorer les systèmes. Enfin, l'université a mis de l'avant, avec l'aide des différents paliers gouvernementaux, deux institutions fort importantes, le Centre de recherche en médecine de précision du Nouveau-Brunswick, également le Faubourg du Mascaret, qui est une institution de soins de longue durée, qui est une des premières soins de longue durée francophones au Nouveau-Brunswick, qui sert non seulement pour la résidence pour les patients, mais également de grands laboratoires et de formation pour nos étudiantes en sciences infirmières, et également pour faire de la recherche pour améliorer la qualité de vie des aînés et développer des outils numériques, digitales, pour faire le suivi de ces patients et améliorer évidemment les services de santé.
Il y a des nouveaux projets sur notre table de travail en collaboration avec 3+, du Grand Moncton, le Hub d'innovation en santé, lequel on va tenir des sessions de consultation dans les prochaines semaines. En terminant, je veux développer également avec l'ensemble de la communauté une approche de recherche et développement collaborative qui va faire en sorte qu'on va utiliser à la fois, mettre ensemble à la fois les inventeurs, les entreprises privées, mais aussi les consommateurs, les utilisateurs de ces futurs outils, applications pour améliorer l'efficacité à la fois dans le domaine industriel, mais également dans le domaine de la santé, puis également améliorer notre environnement. Merci bien, M. Lapierre. Merci, M. Prudhomme, pour cette réflexion, pour avoir apporté votre incroyable expérience à la conversation. Alors, merci encore une fois. Alors, maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter notre prochain interlocuteur, M. Gérard Béliveau. Gérard Béliveau est présentement directeur général de la nouvelle Commission des services régionaux du Sud-Est et un organisme regroupant l'ensemble des communautés du Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Auparavant, il fut directeur général de l'Institut de Memramcook et du Centre d'excellence en gouvernance locale. Il a également été ou occupé des fonctions de direction générale de la ville de Shediac et un beau parcours chez nous à la cité de Dieppe. Avant cela, il occupa le poste de directeur provincial de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire au ministère des municipalités, de la culture et de l'habitation. Conférencier invité à de nombreuses occasions, M. Béliveau a notamment offert un exposé à la conférence des ministres des Affaires municipales du Canada à Edmonton et fut nommé au sein de plusieurs comités spéciaux tels que le comité de soutien technique à la table ronde sur la gouvernance par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, également membre du comité ayant complété un rapport traitant des services en transport commun au Nouveau-Brunswick. Il fut également conseiller spécial auprès du commissaire aux municipalités, M. Jean-Guy Finn, bien connu pour le rapport Finn, et qui a remis sa proposition de réforme en gouvernance locale au premier ministre en 2008, ainsi que membre du groupe de travail du développement durable de la ICMA, soit the International Cities Manager Association. Il a été chargé de la conception d'un modèle de gestion municipale en développement durable. De plus, il a été professeur d'administration publique à l'Université de Moncton, a été chargé de cours à diverses universités, en plus d'être un conseiller académique auprès d'étudiants de deuxième cycle à l'Université de Dalhousie à Halifax, l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton et l'Université de South Queensland en Australie. Bref, M. Béliveau se spécialise en gouvernance locale et gestion municipale, en collaboration de politiques publiques, en élaboration plutôt de politiques publiques, ainsi qu'en développement communautaire et durable. Là-dessus, je vous présente M. Gérard Béliveau. Bonjour, merci. Gérard. Mais bonjour. Merci, Maire Lapierre. On aurait des histoires à raconter, mais on ne va pas le faire. Je mets 8 minutes ici pour être sûr qu'on passe à travers, puis je plains les interprètes. Je vais commencer, toucher la question de collaboration. Vous savez, les communautés, on s'en va vers la collaboration quand on a des événements inattendus. Puis si on commence aux années 60, le Sud-Est a une période très tumultueuse. L'arrivée de l'Université de Moncton, les conflits avec le conseil de ville de Moncton sur les questions linguistiques, la restructuration de l'appareil gouvernemental du gouvernement Robichaud, connu comme Chance égale, le peace and love de la nouvelle génération, et je peux en compter, tout y allait. Mais tout d'un coup, le centre Eaton, en 1976, ferme. C'est un dur coup.
et le CN commence à réduire ses effectifs et ferme en 1988. Les leaders politiques, économiques et sociaux, ils ont dû se regrouper pour essayer de trouver des solutions et même une nouvelle stratégie. La perte de l'employeur principal a fait en sorte que le concept du One Industry Town frappait de plein fouet. Donc, imaginez pour l'instant si la région de Fredericton perdait la présence du gouvernement provincial ou que Saint-Jean, les industries appartenant au Irving, migraient vers les États-Unis. C'est ça qu'était le Sud-Est après cette démarche. Une deuxième phase est arrivée avec le premier ministre McKenna, son style entrepreneurial. Il a créé de l'enthousiasme et un genre d'attitude can-do. Et c'est à ce moment-là que le Sud-Est a pris avantage des développements technologiques. À titre d'exemple, les technologies de fibre optique, centres d'appel, services bancaires, assurances. Puis ils ont reconnu qu'on avait des atouts physiques absolument exceptionnels, tels le détroit de Northumberland, ses plages, la baie de Fundy, les collines Caledonia, la rivière Petitcodiac et également sa localisation centrale pour les provinces maritimes. La diversité linguistique en matière de langue officielle permet aux entreprises d'accéder à tous les marchés francophones et anglophones. Au niveau de la collaboration, ça s'est reproduit comment? On a commencé à créer des commissions, toute une série de commissions. On ne dira pas la commission d'alcool, mais ça incluait ça aussi. Commission traitant des égouts, régionalisation, désinsectisation, développement économique, transport en commun, sites d'enfouissement, urbanisme et j'en passe. Lors de mon passage, justement, à titre de directeur général de la ville de Dieppe, j'avais énuméré au-delà de 10 organismes du genre. Donc, la collaboration était donc en marche, mais celle-ci fonctionnait en tour de Babel. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de dédoublement administratif et une certaine inefficacité qui s'est transposée par une augmentation des coûts aux contribuables. Mais malgré ça, le Sud-Est a profité de la courbe de croissance ascendante des centres urbains. Puis l'ancien maire de Shediac, Raymond Cormier, l'a très bien dit. Il a dit, allez-y, Dieppe Moncton Riverview, continuez à vous développer. On profite de votre masse critique pour soutenir notre croissance économique. Et en retour, on vous offre nos plages et notre milieu de vie diversifié. Il y a eu plusieurs essais de restructuration pour essayer d'augmenter ou d'améliorer la collaboration. Le rapport Finn a mis en évidence le disconnect, si vous voulez, entre la réalité économique, sociale et démographique et les structures gouvernementales provinciales et locales. La présence de DSL ayant peu d'infrastructures de prise de décision, ça a affecté la capacité d'offrir des services régionaux. Donc, Finn proposa une restructuration municipale basée sur des données de viabilité fiscale. Et je pense qu'il faut retenir ça. C'est ainsi qu'est apparu le concept de CSR, Commission régionale de services régionaux. Donc, en bon philosophe, je peux vous dire que le rapport Finn a fait l'objet d'un refus global de la part du gouvernement du jour. Et pourquoi? Parce que les calculs politiques qui visaient les électeurs des DSL aux prochaines élections l'ont emporté sur les analyses de viabilité fiscale et de bien-être de l'ensemble des citoyens. Arrive le gouvernement Aldworth. La crainte des DSL était encore en place. Mais la volonté de forcer les communautés dans une région à entamer des discussions a amené la structure actuelle des commissions de services régionaux. Quels sont les bienfaits et obstacles? Bien, certains des bienfaits, c'est que pour la première fois, les DSL, puis je veux vous rappeler que ce n'est pas les petites pilules qu'il y avait dans les années 60, c'est les districts de services locaux. Ils ont participé au financement et à la prise de décision des services régionaux. C'était une première. L'élimination des anciennes commissions à service unique a également permis de centraliser les services de soutien et partager les coûts fixes. Les dépenses et revenus font également l'objet d'un suivi beaucoup plus exhaustif qu'il l'était dans chacun de ceux-là. La présence d'élus
au sein du conseil d'administration versus des gens nommés amène un niveau d'imputabilité nettement supérieur. On génère une masse critique capable d'assurer l'embauche de personnel ayant des compétences ciblées. Puis, certaines CSR ont démontré la capacité d'établir un consensus sur des grands points. Puis, je vais noter à ce moment ici que lorsque la ville de Moncton suivait son processus pour le développement du centre à venir, il y avait eu des obstacles au financement. Et les 15 maires et les 4 représentants de DSL ont adopté une résolution et signé chacun la lettre envoyée au premier ministre indiquant que le centre à venir était le projet de développement économique et social numéro 1 du Sud-Est. Donc, automatiquement, le premier ministre a reçu une lettre de gens qui représentaient presque 200 000 habitants et qui s'étaient mis là. Les obstacles, la question entourant la légitimité des représentants des DSL et le déficit démocratique, il est encore entier. Le refus d'entamer un processus de restructuration municipale de la part du gouvernement Haldor, le fait qu'on a des conseils d'administration avec un nombre assez élevé de membres, dont le nôtre 19, mais il y en avait qui en avaient 24. Donc, la présence du ministre des Affaires municipales comme maire des DSL amène un conflit d'intérêts. Donc, on a fait face à l'obstacle où est-ce qu'on ne savait pas où elle représentait les citoyens des DSL ou s'il était un ministre de la Couronne qui regardait au bien de l'ensemble des citoyens. Donc, il ne peut pas porter 2 chapeaux, ça mène un conflit. C'est impossible à réconcilier. L'absence d'un mandat précis en matière de développement économique régional, ainsi qu'un modèle de financement, ça demeure une contrainte. Puis, un régime de budget à 2 ou 3 vitesses, comme qu'on connaît, ça n'aide pas parce que la région ne peut pas établir des services mandatés. Ça doit être fait par le chose. Au niveau de notre CSR ici, Sud-Est, qu'est-ce que ça peut amener? Je vais juste citer tout un ensemble de choses très rapidement. À titre d'exemple, je viens de parler du Centre à venir, où il y a eu consensus. Nous avons embauché un consultant en commun avec 5 autres régions du Nouveau-Brunswick en matière de déchets solides, un bonhomme avec un doctorat en ingénierie, et on avance. Initiative touristique régionale conjointe Mike Moncton, un plan de récréation et loisirs régional qui fait l'analyse de est-ce qu'on a une suroffre ou est-ce qu'on a des failles à ce niveau. Un plan de développement de sentiers sud-est avec un conseil des sentiers avec des experts qui s'y retrouvent. Recherche et développement des technologies qu'on appelle zone bleue, où est-ce qu'on applique ça à l'ensemble du changement climatique. La même chose, développement, recherche et technologie pour les actifs écologiques. On a un projet national à Riverside, Albert, et on est en train de démontrer que la protection d'une zone écologique, en réalité, est un actif équivalent à infrastructure qui peut épargner entre 3 à 4 millions de dollars à la municipalité qui a 300 quelques habitants. Développement d'un système de gestion des infrastructures. Donc, la gestion, on a la plateforme. Développement des plans verts. L'an dernier, 2020, 40% de la valeur de tous les permis de construction au Nouveau-Brunswick étaient du Sud-Est, avec seulement 24% de la population. Collecte de déchets à 3 flux, offre de services déchets solides, dont l'offre à 240 000 personnes au Nouveau-Brunswick. C'est 1 personne sur 3 au Nouveau-Brunswick, on traite le recyclage. Réduction du coût par ménage des déchets solides. On a fait ça 2 fois dans les derniers 4 ans. Ça veut dire quoi? On ne voit pas un organisme gouvernemental qui baisse ses frais normalement. On a pu le faire. Production d'électricité. On prend les gaz d'enfouissement, on le fait fonctionner avec génératrice, puis on vend de l'électricité à Énergie Nouveau-Brunswick pour environ 1 million de dollars. On recycle 40% des matières recyclables de tout le Nouveau-Brunswick. Puis, on est en négociation avec des compagnies avec des nouvelles technologies pour pouvoir probablement recycler le plastique et autres. Négociation, développement de simulateurs de mobilité et engagement social avec l'intelligence artificielle.
On en a un présentement en cours qui va modéliser l'impact du COVID sur les communautés et la reprise économique. On a un système d'écomobile qui se promène partout. On offre des services d'urgence aux municipalités, tel Port Elgin, qui s'est trouvé avec un problème d'eau potable. Puis nos ingénieurs et tout le monde sont allés là pendant 2 mois. On a achevé la construction d'une tour et bien d'autres choses. La province du Nouveau-Brunswick nous a demandé d'effectuer une analyse de la gestion des systèmes d'eau potable et d'égouts. Ils nous ont demandé de mener le développement d'une politique provinciale en matière de déchets solides. On a du soutien à WA Transpo. Je vais arrêter avec ça. Transpo, qui est le système de transport qui est partout. Donc, ce sont des événements qui ont eu lieu, à titre d'exemple, dans les derniers 3-4 ans, qui n'auraient pas pu avoir lieu sans le genre de structure avec lequel. Puis, je vais dire au docteur Prudhomme, je suis un ancien de l'Université d'Ottawa, bac maîtrise et doc scolarité. Bienvenue en Acadie. Et je pense qu'avec ça, je vous ai entretenu assez pour vous endormir. Merci. Merci beaucoup, Gérard, et thank you for your great leadership. I think Merci de votre leadership. Je pense que vous êtes responsable en grande partie de la collaboration qu'on voit dans notre région. Donc, merci beaucoup pour ça. Bon, il me fait maintenant plaisir de vous présenter Miriam McNee, directrice générale de l'Association multiculturelle de la région du Grand Moncton, connue sous le nom aussi de MAGMA. Et elle est aussi présidente du partenariat local en matière d'immigration. Je ne sais, nous, on l'appelle GM-LIP. Et elle est membre du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick. Originaire de la Tunisie, elle est titulaire de diplôme en mathématiques appliquées de l'Université des sciences et en littérature britannique de l'Université des lettres à Tunis. Elle parle couramment l'anglais, le français et l'arabe et a occupé de nombreux postes importants au sein d'organismes de haut niveau. Elle est toujours une personne inspirante et dynamique. Et donc, c'est un vrai plaisir pour moi de lui souhaiter la bienvenue à cette discussion. La parole est à vous, Miriam. Merci beaucoup de votre présentation. Ça me fait grand plaisir d'être là. Et bon, je suis ici depuis 8 ans. Nous avons déménagé au Canada il y a 8 ans. Nous sommes arrivés avec ma famille, mon mari, mon fils. Maintenant, nous avons un 2e enfant. Et je travaille pour MAGMA depuis 4 ans. Et je suis là pour représenter justement MAGMA aujourd'hui. Comme vous le savez, MAGMA, c'est un centre d'établissement. On travaille avec les immigrants de la région de Moncton. Et nous desservons tous les statuts d'immigrants, alors que ça n'a pas toujours été des cas. Donc, on peut aider tous les nouveaux arrivants dans la région de Moncton. On offre plusieurs services. On aide avec tous les besoins des immigrants qui arrivent au Canada. Les immigrants font face à plusieurs défis pendant les premiers mois. Et ça comprend, par exemple, l'accès à un emploi, au logement abordable, des questions touchant les différences culturelles et, bien sûr, des différences linguistiques. Alors, je suis très intéressé par le sujet d'aujourd'hui, cette idée-là d'augmenter la diversité linguistique et culturelle pour faire augmenter la croissance économique et démographique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on comprend par cette idée-là? Si vous allez sur Wikipédia et que vous faites une recherche, vous cherchez le Nouveau-Brunswick, la deuxième phrase qu'on trouve, c'est une province officiellement bilingue. Et ça veut dire qu'on peut converser en français et en anglais à tous les niveaux. Et donc, ça, c'est une des choses qui nous distingue des autres provinces. Moi, je parle l'anglais, le français et l'arabe. On parle les 3 langues à la maison. Et, bon, je suis aussi migrante. Et c'est quelque chose qui est en grande demande dans la province, justement à cause de notre besoin de croissance démographique.
Mais je ne peux pas m'empêcher de penser, bon, qu'est-ce qui est vraiment en demande? Est-ce que c'est le fait que je parle l'anglais ou le français ou les deux, ou le fait que je parle arabe? Quelle est la valeur de ces langues-là dans ce désir-là d'augmenter la diversité dans la province? Comme vous le savez, la langue et la culture sont intimement liées. Une, c'est un véhicule pour l'autre. Quand on parle de langue, on parle aussi d'identité. C'est un outil de communication, mais c'est aussi un moyen d'exprimer notre identité. Alors, je comprends pourquoi c'est important. J'ai déjà enseigné l'arabe à des anglophones en Tunisie et je sais que ça peut être une source incroyable de richesse. Mais il y a aussi un côté plus sombre, si vous voulez. Les différences linguistiques peuvent aussi engendrer des différences culturelles. Et là où il y a des différences, il y a aussi le potentiel de conflit. Bon, c'est peut-être un sujet qui vous rendra mal à l'aise, mais c'est un peu comme quand on parle de racisme. On veut tous en parler, mais on n'est pas trop sûr comment l'aborder. Les termes nous font peur, on hésite à nommer certaines choses, mais le fait qu'on ne nomme pas quelque chose ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Donc, pour être franc, oui, le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province officiellement bilingue au pays. Et les langues officielles sont l'anglais et le français. Ça, c'est vrai, mais il y a une division qui de longue date qui divise les communautés et cette division existe toujours. Et il n'y a personne à blâmer, mais il y a vraiment une impression que les deux communautés sont en concurrence. Il y a aussi de l'anxiété aussi. Une des difficultés que je vois souvent chez les nouveaux, les parents qui arrivent ici, c'est la difficulté de choisir, bon, est-ce que j'envoie mon enfant à l'école anglophone ou francophone? Qu'est-ce qui va être mieux pour les enfants? Qu'est-ce qui va les aider à réussir mieux? Donc, il y a beaucoup les gens ont différentes opinions et la vérité, c'est que certains choix peuvent créer certaines difficultés pour les enfants. Beaucoup d'enfants se sentent exclus ou isolés, stressés, et donc ils n'apprennent pas comme ils devraient pouvoir le faire. Bon, ils accusent des retards et cet écart devient un problème d'estime de soi qui est déjà compromise par le fait d'être différent à plusieurs autres niveaux en tant qu'immigrant. Donc, vous direz, ben, si on pense aux adultes qui arrivent sans pouvoir parler l'anglais ou le français couramment, ben oui, on offre des cours de langue, on les offre au Magma. Les étudiants veulent vraiment apprendre des langues. C'est une langue qui va leur permettre de mieux participer à la vie canadienne. Mais l'apprentissage d'une autre langue est très difficile. C'est probablement une des choses les plus difficiles qu'on puisse faire. Bon, plusieurs personnes apprennent à parler couramment, mais c'est jamais aussi rapide. Il y a toujours des problèmes, des problèmes de grammaire, de prononciation. Bon, on les entend parler et on apprécie les efforts qu'ils ont déployés pour apprendre la langue. Et on pourrait même penser que leur accent est charmant, mais on voit ces personnes peut-être comme inférieures jusqu'à un certain point pour des emplois où peut-être on pense qu'ils ne parlent pas assez couramment. Les propriétaires d'appartements peut-être leur font moins confiance à cause de leur accent. Donc, on veut attirer les immigrants parce qu'on sait tous que ce sont eux les moteurs de la diversité économique, démographique, etc. Donc, je me demande des fois, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette diversité linguistique et culturelle? Est-ce qu'on devrait confiner cela à des emplois que nous, on ne veut pas faire? Donc, par exemple, il y a encore des divisions entre les communautés anglophones et francophones. Alors, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les immigrants comblent cet écart-là ou qu'ils
comment est-ce qu'on s'entend les uns les autres? Comment est-ce qu'on travaille ensemble et pas où un groupe fonctionne ou dépend de l'autre? Comment est-ce qu'on peut faire avancer cette chose-là? J'espère qu'à la fin de la session d'aujourd'hui, nous aurons une vision plus claire de comment on peut atteindre cette diversité linguistique et culturelle. Je sais qu'on est déjà rendu à 40 minutes, donc je vais m'arrêter là. Mais merci beaucoup de votre temps. Merci, Myriam. Et bon, merci pour ces informations courageuses et pertinentes. C'est comme ça qu'on va aller de l'avant en ayant ces conversations importantes. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre dernier panéliste, John Wishart. Il est directeur général de la Chambre de commerce du Grand Moncton. John a passé les 34 premières années de sa carrière dans le domaine du journalisme, passant de journaliste à rédacteur en chef jusqu'à rédacteur en chef principal chez Brunswick News. Il a quitté le journalisme pour se joindre à la Chambre en 2016, occupant d'abord le poste de directeur des communications et des politiques, et il a été nommé en tant que PDG en 2018. Il siège à plusieurs comités régionaux et conseils d'administration. Dans ses temps libres, il aime le sport, la politique, qui ressemble beaucoup au sport parfois, et la généalogie. Et il passe beaucoup de temps sur Zoom. Là. Je tenais à ajouter cela. Merci, Don. C'est vrai que je passe beaucoup de temps sur Zoom. Je pense que c'est la 4e rencontre aujourd'hui. Pour l'invitation à participer au webinaire d'aujourd'hui. I thought last week's session with the economist. J'ai trouvé la session. Je trouve que la session de la semaine passée a établi un très bon. Une bonne fondation pour la discussion. Et je remercie Myriam aussi de ce qu'elle vient de dire. C'est très à propos. Donc, à la Chambre des commerces du Grand Moncton, on a plusieurs centaines de membres et on représente maintenant Sackville. Donc, c'est vraiment un effort régional. Quel est notre rôle dans l'écosystème économique? J'aimerais comparer ça à la Suisse. On reste neutre. On essaie de développer ou de promouvoir la croissance pour la région. Et je pense que ça nous positionne bien. Ça nous permet d'apporter une contribution importante. Donc, dans les 30 premières années de ma carrière, j'ai travaillé comme journaliste et j'ai observé le développement du Grand Moncton. Là. Je faisais des reportages sur la ville. Et dans les 5 dernières années, avec la Chambre de commerce, ce que j'ai vu, c'est une évolution au niveau de la coopération régionale. Par le passé, on parlait de frontières, on voyait des jalousies et parfois, il y avait des intérêts très locaux. Bon, oui, Dieppe et Moncton se font concurrence pour des clients industriels et parfois, il y a des rivalités entre Don et Yvonne. Mais c'est presque comme si notre région a atteint une nouvelle compréhension des choses. C'est dans le meilleur intérêt de tout le monde de travailler ensemble contre le reste du monde plutôt que de mettre l'accent sur ce qui nous divise et sur la tarte qu'on partage. Et voici quelques exemples pour ajouter à ce que Gérard a ajouté. Des exemples de collaboration régionale. Donc, la région du Sud-Est va utiliser des frais d'hôtellerie pour développer une stratégie pour le Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Myriam a mentionné l'organisme GLIP. Et c'est un exemple, un excellent exemple de collaboration régionale. Le travail régional sur l'immigration, ça fonctionne. On a eu presque 2000 nouveaux venus en 2019. C'est un record partout dans la province. Et même l'année dernière, avec les restrictions à la frontière, on a quand même réussi à attirer 1000 nouveaux résidents permanents. Tout le monde autour de la table LIP s'attend à une augmentation importante des migrations une fois qu'on rouvre les frontières. Et comme nos économistes ont dit la première session, la croissance
de la population va passer par l'immigration. Et une croissance de la population, ça veut dire va engendrer une croissance économique aussi. En 2019, 3+ a sollicité un rapport. On a réuni des parties prenantes des 3 collectivités pour mettre sur pied un organisme de développement régional. Et le partenariat avec 3+, la Chambre des commerces, les municipalités de la région, la Chambre de commerce du Grand Shediac et bien d'autres, le gouvernement provincial, on a mis sur pied 4 groupes de travail: attraction, rétention, développement des talents et renseignement sur le marché du travail. Moi, je suis président du dernier comité et chacun de ces groupes établit des plans annuels, des plans de travail et met en place des initiatives pour s'assurer que toute la région du Sud-Est a les bons employés pour répondre à la demande en matière d'emploi. Bon, le dernier exemple de collaboration régionale qui s'appelle le groupe de travail sur le rétablissement de l'économie du Sud-Est. Et bon, plusieurs des partenaires sont semblables ou participent à d'autres initiatives. On se rencontre toutes les 2 semaines. On élabore une stratégie, un plan d'action pour aider la communauté d'affaires de toute la région du Sud-Est pour composer avec la pandémie, pour avoir accès au soutien dont ils ont besoin pour survivre et pour développer. Et grâce au travail de ce groupe de travail, les parties prenantes ont compris que le développement économique de la région avait besoin d'un plus grand cercle de joueurs. Donc, on est en train maintenant de créer cet organisme-là pour le développement économique du Sud-Est. Et ça comprend les groupes traditionnels, les municipalités, 3+, mais on inclut aussi la Chambre de commerce, l'aéroport, le MCI, les établissements postsecondaires comme l'UDM et les représentants des différents paliers de gouvernement. Et ce ne sera pas une super agence comme celle qui a été créée à Saint John, ça va être plutôt un rassemblement volontaire de plusieurs agences qui ont accepté de travailler ensemble. Ce nouveau groupe va créer une marque de commerce qu'on va lancer plus tard au printemps. Donc, au cours des 5 dernières années, nous avons formalisé nos efforts pour augmenter l'immigration, pour développer nos actifs en tourisme, pour développer notre main-d'œuvre et pour coordonner nos efforts de développement économique. Tous au niveau régional et tous sans que je parle de division municipale. Donc, j'exagère peut-être un peu, mais moi, je préfère voir la région du Sud-Est pas comme une région fusionnée, mais une région qui appuie les autres régions. Toutes les communautés bénéficient individuellement et nous bénéficions collectivement de ces exemples de coopération régionale. Et toutes les communautés doivent travailler pour se promouvoir auprès des Néo-Brunswickois qui habitent dans les régions rurales, mais aussi à l'extérieur, qui veulent voir une région qui pense et agisse de façon stratégique et qui incorpore le plus grand nombre de partenariats possibles. L'immigration est importante, la réponse aux besoins en matière d'emploi. Tous les joueurs doivent comprendre leur rôle, mais ils doivent comprendre aussi qu'en travaillant ensemble, on profite tous. Donc, voilà pour ce que je voulais dire. Don, je vous recède la parole. Moi, je suis d'accord, il faut faire grandir la tarte plutôt que de se disputer là, sur les différents morceaux de la tarte. Alors, merci à tous nos panélistes pour leur point de vue sur la coopération régionale, l'immigration et la façon dont nous pouvons ensemble obtenir des résultats de croissance durable. Nous allons maintenant passer aux questions. Si quelqu'un dans le public a une question à poser à nos panélistes, nous vous demandons d'utiliser la fonction chat. Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les questions tout en respectant le temps imparti. Et si nous n'arrivons pas à répondre à votre question, nous ferons tout notre possible pour obtenir les réponses des membres de notre panel. Nous avons quelques questions issues des présentations d'aujourd'hui. Bon, je vais demander à Yvon de commencer. Bon, à vous, Monsieur le maire. Égalité des chances. Le Nouveau-Brunswick est ancré dans le principe
de l'égalité des chances. Comment pouvons-nous assurer que le principe de l'égalité des chances contribue à des villes fortes et à une province forte? Comment allons-nous mesurer cette progression? Gérard. You're muted. Muted. Votre micro est éteint. Bon, c'est peut-être mieux comme ça que mon micro fermé. Pour tous, c'est probablement le bout de phrase le plus utilisé et abusé dans l'histoire du Nouveau-Brunswick parce que chaque fois que quelqu'un veut justifier ce qu'il fait, on le tire du chapeau. Louis Robichaud, avec son programme, il voulait vraiment les services provinciaux. Mais quand c'est arrivé au monde municipal ou à toute la gouvernance locale, si vous voulez, il a manqué de capital politique. Et en plus de ça, il n'a pas suivi les recommandations de Byrne. Parce que Byrne disait, on veut baser le tout sur la viabilité fiscale. Et même pour les DSL, ou cette région non incorporée, Byrne proposait la création d'une commission indépendante dont les membres seraient des experts et servirait à gérer l'ensemble du territoire avec l'objectif de les rendre viables. Donc, loin de l'influence politique, par exemple. Donc, Robichaud a refusé ceci et il a donné à un ministre des Affaires municipales. Donc, automatiquement, il a créé la dichotomie DSL et municipale et en plus le double rôle du ministre. Donc, ça a mené à un système de subvention sans condition qui essaye d'aider tout ça, mais qu'en réalité récompense les gens qui aménagent moins bien leur territoire que ceux qui le font. C'est-à-dire que j'ai même mis au défi un maire dans le nord de Nouveau-Brunswick et je lui ai dit, je peux prendre votre plan municipal ou votre plan rural, puis je peux démontrer que le mode de développement préconisé mène à la non-viabilité. Et on ne s'en occupe pas. Donc, essentiellement, les gens qui sont moins planifiés, qui sont moins organisés sur leur territoire, sont subventionnés par ceux-là qui sont le plus. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bien, essentiellement, on se retrouve avec les municipalités qui ont un certain modèle, un certain encadrement, et tout le reste qui n'en a pas. Puis, il y a 22 études depuis 1970 qui ont essayé de s'attaquer à cette question sans succès. Donc, le problème est systémique. Est-ce qu'il y a une réponse? Moi, il y a 3 éléments que je regardais. La première, c'est que je disais qu'il faut modéliser le type de développement qui permet l'atteinte de la viabilité. Il faut le modéliser, il faut l'appliquer. Puis, il y a 3 composants. La restructuration des unités. Il faudrait, quand on dit qu'on veut mettre des gens ensemble ou quelque chose, DSL avec municipalité, c'est dans une quête de viabilité et d'améliorer les services. Pas autre. Ensuite, l'identification des services qui devraient être régionalisés. On a pu démontrer qu'en régionalisant certains services, le coût à l'unité a baissé, la qualité a augmenté, il faudrait bien les cerner. En dernier, on pourrait procéder à un transfert de l'espace fiscal dont les municipalités demandent, mais seulement suite à la modélisation, à la restructuration, puis qu'on a fait les jours. Parce que là, ça s'appliquera à quelque chose de solide. Donc, à ce moment-là, on pourrait parler de chance égale pour tous en milieu municipal lorsque l'autonomie fiscale des communautés serait visée, puis que les subventions sans condition sont une affaire du passé. Donc, tout comme l'assurance emploi, certaines communautés auront toujours un besoin de soutien temporaire. Mais je vais terminer en disant, il ne faut pas que ça devienne un soutien financier chronique tel que ça l'est aujourd'hui. Okay, interesting. Well, that's great. I'd like to dig in a little bit more on the practicalities. Moi, j'aimerais parler davantage des aspects pratiques de ça et je vois une question dans le chat, justement. Bon, la semaine dernière, on a entendu que
le Nouveau-Brunswick compte 104 gouvernements locaux, 236 districts services locaux et 12 commissions de services, donc un total de 352 unités administratives fournissant des services locaux à une population d'un peu plus de 780 000 habitants. En comparaison, la Nouvelle-Écosse, bon, le Conseil de Toronto, le Conseil de ville de Toronto a juste 25 représentants. En comparaison, la Nouvelle-Écosse ne compte que 50 municipalités fournissant des services locaux à une population estimée à 980 000 habitants. Donc, est-ce que vous avez des conseils supplémentaires sur la manière dont nous, les Néo-Brunswickois, relevons ce défi? J'aimerais parler des aspects pratiques. J'aime bien ce que John a dit, cette idée de pro-région ou d'être pour les régions, la collaboration régionale, mais il y a des aspects pratiques qu'il faut examiner aussi. Donc, quelles sont les principales leçons apprises ici dans le Grand Moncton, notamment ce qui concerne les partenariats, la prestation de services régionaux et le financement des projets d'infrastructures régionaux qu'on pourrait utiliser pour penser de façon plus globale? John, est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez dire? Je pense qu'il est clair que nous sommes suradministrés là, au niveau local. Et du point de vue de la communauté d'affaires, on prône toujours le rétrécissement du gouvernement pour obtenir une plus grande efficacité. Si on bâtit notre système municipal sur la région des pôles industriels, le modèle que Don Mills prône, est-ce qu'on peut réaliser des économies? Est-ce qu'on peut offrir des services de santé, des services de service Nouveau-Brunswick? Est-ce qu'on peut offrir ces services de façon plus efficace? Est-ce qu'on peut offrir certains services en ligne? Quand je regarde les atouts clés à Moncton, le Théâtre Capitale, le Centre Avenir et l'aéroport, les avantages bénéficient à toutes les communautés. J'ai participé à un autre groupe hier où David Campbell a parlé de l'importance de redistribuer les taxes pour payer justement pour ces actifs régionaux. Et quelqu'un de Moncton Parish qui paie moins d'impôts fonciers n'était pas en faveur de cette idée-là de financer l'avenir, le Centre Avenir. Mais David parlait de cette question d'équité. Qu'est-ce qui bénéficie aux régions? Avant Noël, je parlais avec un haut cadre de la banque qui allait déménager à Moncton et il m'a dit qu'elle avait très hâte de présenter sa nouvelle famille à la vraie nature sauvage. Il venait d'acheter une maison pour beaucoup moins cher que ce qu'elle a payé pour son logement à Toronto. Et pour lui, il parlait du Grand Moncton plutôt que de déménager à Dieppe. Donc, je pense qu'il faut adopter cette même mentalité-là à l'avenir pour le projet de réforme. Merci, John. Bon, il est 11h58 et je pense qu'on doit s'arrêter à midi, mais on pourrait parler très, très longuement. Et ce sont des choses, c'est vraiment les détails très importants. On a des grandes décisions à prendre en tant que province. Et je suis très contente que notre province prenne cette question de réforme au sérieux. Donc, c'est une incroyable opportunité pour nous. On devrait apprendre ce que... On a la possibilité de montrer aux autres provinces comment faire les choses. Donc, merci à nous quatre, à tout le monde d'être là aujourd'hui. Le processus de modernisation sera certes difficile, mais la réforme municipale est d'une importance capitale pour façonner un avenir durable pour tous les Néo-Brunswickois. Les 8 cités du Nouveau-Brunswick sont encouragées par l'engagement de la province à l'égard d'une participation significative des parties prenantes et par la nécessité de reconnaître que les centres ruraux et urbains, ainsi que les petites et grandes communautés. Notre succès à l'avenir réside dans l'élaboration d'un modèle de gouvernance municipale qui facilite la coopération régionale et offre aux citoyens une représentation locale efficace et une prestation efficiente des services municipaux. Alors, l'association remercie tout le monde d'être là aujourd'hui. Merci de faire partie de cette collaboration.
Nous allons continuer à plaider en faveur de réformes de la gouvernance municipale et de l'impôt fusion qui donneront aux 8 cités la possibilité de participer à la prise de décision, qui touchent directement leurs coûts, leurs possibilités de croissance et leur taux d'imposition résidentielle. Et je pense que ça marque la fin de cette présentation aujourd'hui. Donc, merci d'être là. Au nom de la ville de Moncton, Bathurst, Capital, Dieppe, Saint John et Fredericton, bon, joignez-vous à nous la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous souhaiterons la bienvenue à Carol Saab, le maire Philip Brown, maire de Charlottetown, maire Brian Patterson de Kingston et au maire Mike Savage de Halifax, ainsi qu'à notre propre maire de Saint John, Don Durling. Alors, le thème des prochaines semaines sera la croissance et l'innovation de la gouvernance municipale et la prestation de services, enseignement tiré des 3 des villes de l'Est du Canada qui connaissent la plus forte croissance et de la Fédération canadienne des municipalités. Nous vous rappelons que la présentation d'aujourd'hui sera disponible dans son intégralité sur le site web des 8 villes. Merci encore de vous être joints à nous et de prêter votre voix à cette conversation. À vendredi prochain. Au revoir.